À la une ce soir, toujours pas d'amélioration vue sur le réseau de bus Mosaïque. Le président de la CFTU est actuellement en réunion avec les chauffeurs de bus et les sous-traitants. Pour l'heure, chacun campe sur ses positions. Nous ferons le point dans un instant. Un jeune du Cossais interpellé avec des munitions de divers calibres. En plus, il détenait tout l'équipement du parfait dealer. Il a été jugé en comparution immédiate et condamné à 3 ans de prison ferme. La Martinique, parmi les territoires qui ont le plus participé aux assises de l'outre-mer, le préfet a présenté le bilan des différents ateliers. 300 propositions retenues seront présentées au ministère des Outre-mer. Et puis enfin, Miguel Marilus est notre invité politique de ce mardi soir, nouveau secrétaire national du parti Bâtir le pays Martinique. Il nous parlera de ses ambitions et projets pour les prochaines élections. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà maintenant 8 jours que le réseau de bus Mosaïque est paralysé. Une véritable galère pour les usagers qui doivent recourir au système D pour se déplacer, covoiturage, vélo ou tout simplement à pied. Il y a également l'option de faire appel au service des taxicos, mais là encore c'est un autre problème. Les chauffeurs n'ont pas du tout les mêmes horaires que pour les bus. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et José Le Cherti. Un peu perdu, Francesca peine à trouver la ligne qui pourra la déposer au plus près de son lieu de travail. Vous cherchez madame? Oui, le taxi de casse-pilote. C'est celui-là. Aujourd'hui, elle doit se rendre à Schellcher, puis au Lamentin. Faute de bus, elle n'avait pas d'autre option. C'est un peu plus cher que le bus déjà et il ne part pas tout de suite. Donc il n'y a pas vraiment d'horaire pour les taxicos, c'est ça l'inconvénient en fait. Pour le retour, non, je pense que je vais rentrer avec des amis, des collègues. D'autres ne se rendent pas au travail, mais peinent aussi à se déplacer. Cela n'amène pas chez moi, hein, cela. J'ai des 500 commotions et j'ai fait des petits pas, je retourne à ma maison. Personnes âgées, travailleurs, étudiants, tous font avec les moyens du bord et sont plus ou moins lourdement impactés. Je n'ai pas pu aller en formation, donc j'ai changé de formation. Avec le bus, on est sûr d'être à l'heure. Avec le taxi, c'est différent. Donc on peut être en retard. Je suis obligé de marcher, soit faire du stop ou bien prendre le taxi. Seuls gagnants dans l'histoire, les conducteurs de taxis collectifs. Ils assurent ne pas avoir augmenté leur prix durant cette période de grève, mais en tirent tout de même les bénéfices. L'après-midi et à la fin de la journée, il y a une influence plus dense que d'habitude. Si je devais faire 2 voyages sur du COS, là j'en fais 3, puisque je laisse du monde sur la route, quoi. Ça fait le même prix, on fait pour Sainte-Thérèse 1,60 €, 1,30 €, pour le Lamentin 1,60 €, c'est le prix sur le tarif normalement. Il faudra encore un peu de patience aux usagers pour retrouver leur ligne de bus habituelle. Aucune sortie de conflit entre la CFTU et ses anciens sous-traitants ne se profile pour l'instant. Et les problèmes des usagers ne sont pas prêts de se résoudre. 3 réunions, une hier soir, une ce matin, une autre cet après-midi, entre le président de la CFTU, les chauffeurs et les anciens sous-traitants pour trouver une solution, mais sans y parvenir. Les anciens sous-traitants en appellent aujourd'hui à l'intervention du maire de Fort-de-France pour désamorcer le conflit. Encore cet après-midi, chacun campait sur ses positions. Voyez ces précisions recueillies par Alizé Lutran et José Le Cherti. On est en train de tourner en rond. On voit bien que le marché ne tient pas la route. C'est le marché qui ne tient pas la route. On essaie de le colmater de toutes parts. On transfère un personnel qui n'a pas de bus. Alors on transfère une centaine de personnes qui vont être parquées pendant des jours en attendant la décision du préfet dans l'annulation alors qu'ils n'ont pas de bus. Parce que ces gens-là qu'on le transfère là, ils sont payés par qui? Et ils vont conduire quoi? Ils vont rien conduire parce qu'il n'y a pas de bus. En fait, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de bus. C'est pas que nous sommes mécontents d'être recalés, nous sommes mécontents parce qu'on a attribué un marché illégalement, parce que celui qui l'a reçu ne peut pas l'exécuter depuis le 1er avril. C'est la loi. C'est la loi, on demande l'application de la loi. On demande à Didier Laguerre de demander à son poulain d'arrêter ce cinéma, puisque le marché lui-même ne tient pas la route, puisque au bout, et de le revoir de façon à ce que le réseau entier reprenne. Tout le monde reprend de façon à ce que les gens soient au moins transportés et à voir après quelles solutions ils vont trouver. Mais là, on est en train de faire du colmatage et on essaie de gagner du temps parce que le préfet lui-même attend les documents que la CFTU donne tous les jours une feuille pour essayer de gagner du temps. Le préfet ne peut pas mettre de pression parce que le préfet a besoin de temps lui aussi et puis il ne peut pas tout faire le préfet. Donc on demande au préfet de faire tout, il ne peut pas. Aujourd'hui, il y a des gens sensés qui constatent bien que la ville est bloquée.
Des munitions de différents calibres ont été saisies par les forces de l'ordre. En plus, 105 grammes de cannabis, une balance de précision, 200 petits sachets en plastique visiblement pour le conditionnement. C'est la prise effectuée par les gendarmes vendredi soir sur un jeune du Cossais. À première vue, l'équipement du parfait dealer, il a été jugé en comparution immédiate et condamné à 3 ans de prison ferme. Voyez les précisions du procureur de la République qui s'exprime face à la caméra de Jean-Marc Dabreux. Alors vendredi soir, donc, une opération importante a été réalisée par les services de gendarmerie puisque 38 militaires ont été engagés sur une opération qui a été réalisée à Ducos et qui avait pour objectif, sur autorisation du parquet, de procéder non seulement à des contrôles routiers mais également à des ouvertures de coffres. Et à la suite de cette opération qui a ainsi pu être réalisée, plusieurs individus ont été interpellés et notamment un individu âgé de 34 ans et sur lequel nous avons pu retrouver non seulement une quantité non négligeable de produits stupéfiants, mais également et surtout des munitions. Ce qui sort de l'ordinaire dans le cadre de ce dossier, c'est le fait que nous ayons des munitions de calibres différents et par ailleurs également des munitions qui étaient destinées à la revente. Et c'est quelque chose qui malheureusement n'est pas une nouveauté, on ne le découvre pas aujourd'hui, mais c'est en tout cas une affaire qui illustre cette difficulté à laquelle nous sommes confrontés tous les jours, à savoir ce trafic de munitions, ce trafic d'armes, avec les conséquences que l'on sait. Il y a encore beaucoup trop d'armes qui circulent ici en Martinique. Il y a une vraie volonté, je crois, de lutter contre ces trafics. Vous savez qu'il y a des opérations assez médiatiques, telles que les opérations de déposer les armes, qui sont absolument nécessaires. Mais nous avons toujours dit que ces opérations-là devaient être également combinées avec d'autres opérations de plus grande envergure sur le terrain. Et c'est précisément, en l'occurrence, en tout cas cette affaire-là, la démonstration de la nécessité de ce type d'opération si on veut lutter contre la présence d'armes ici en Martinique. Et toujours au chapitre judiciaire, notez en bref qu'une nouvelle opération justice morte sera programmée demain au tribunal de grande instance de Fort-de-France. Les magistrats, fonctionnaires et avocats se mobiliseront sur le parvis du palais de justice à 10 h. Les audiences seront donc suspendues quelques minutes, le temps du rassemblement, le mouvement et le relais de la mobilisation nationale pour protester contre le projet de réforme de la justice présenté le 9 mars dernier. Revenons maintenant sur le tragique accident de la circulation qui a fait une victime hier soir au quartier Fontsavane à Ducos. Un homme d'une quarantaine d'années a été mortellement fauché par une voiture. Selon les témoins sur place, il revenait d'une pêche au crabe et aurait été percuté alors qu'il traversait la route. Les secours dépêchés sur place n'ont rien pu faire pour le ranimer. Le conducteur de la voiture a été pris en charge en état de choc. Cet accident porte à 9 le nombre de victimes sur les routes martiniquaises depuis le début de l'année. Restez avec nous à suivre. Dans cette édition, nous parlerons d'une délégation de la Caisse nationale de solidarité qui est actuellement en mission à la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap pour présenter un nouveau logiciel qui simplifiera le travail des agents. Et puis Hubert Bornil a rencontré aujourd'hui les jeunes écoliers de Sainte-Anne qui participent au concours de la fabrique à chansons. Ils étaient en studio aujourd'hui pour enregistrer leur titre. Je vous le disais, la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap accueille depuis hier et jusqu'à demain une délégation de la Caisse nationale de solidarité, le CNSA. Les membres ont pour mission d'accompagner notre structure dans la transition vers le numérique. Ils ont présenté le nouveau logiciel qui permettra une meilleure harmonisation dans les différentes structures de France. Voyez ces explications de Guérafel René. Aujourd'hui, à l'instar de la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap, 3 systèmes d'information différents sont en vigueur au sein des 102 structures du territoire français. Le nouveau système vise à harmoniser les pratiques, mais aussi les nomenclatures des pathologies et déficiences. Toutes les MDPH vont pouvoir enregistrer une demande de la même manière, notifier une décision de la même manière, transmettre un plan personnel de compensation de la même manière. Il y aura une base commune. Et pour l'usager aussi, ce qui est prévu, c'est que permettre aux usagers aussi de pouvoir télédéposer leurs demandes en ligne. Et ça, c'est important aussi. Et aussi que les usagers puissent voir aussi l'état d'avancement de leur dossier via ce système d'information-là. Un système plus moderne qui permettra de désengorger les salles d'attente grâce à son volet de service en ligne qui intègre de nouveaux outils, nouveaux certificats médicaux, nouvelles méthodes d'évaluation et un nouveau formulaire à compléter pour les demandes. La demande va ne plus être faite
par les personnes sur une demande de prestation, mais elle va exprimer l'ensemble de ses besoins pour elle, mais aussi pour les besoins exprimés par les personnes qui entourent, les parents par exemple d'enfants handicapés. Et à travers ce nouveau formulaire et l'expression de tous les besoins, ensuite ce sera à la MDPH de dire, eh bien, à travers ce que l'on a identifié comme ce que sont vos besoins, nous pouvons vous délivrer telle et telle prestation. Ça veut dire que c'est plus à la personne elle-même de savoir quelles sont les prestations dont elle a besoin, mais c'est la MDPH qui l'aidera à définir justement les prestations. C'est une évolution considérable. Le nouveau système permettra aussi aux différents partenaires institutionnels de dialoguer entre eux, que ce soit la CAF, les CCAS ou la CTM. On pense plus particulièrement à la CAF pour permettre que les prestations demandées par les personnes handicapées puissent être traitées beaucoup plus rapidement et de permettre surtout que lorsque l'on donne une information à la MMPH par exemple, eh bien, elle arrive directement à la CAF de manière dématérialisée. Une garantie pour des données plus fiables et cohérentes et un meilleur service rendu aux bénéficiaires. Durant des années qui viennent de s'écouler, les gens se sont beaucoup plaints de la lenteur de traitement des dossiers. Nous avons déjà ramené les délais de 20 mois à 10 mois pour la PCH et nous avons amené d'une manière générale de 10 mois à 6 mois et demi en moyenne pour l'ensemble des prestations que nous faisons. Donc au total, on aura un meilleur service, plus rapide et plus efficient pour les personnes qui attendent ce service. Le nouveau système devrait permettre de réduire les délais à 4 mois. Si dans l'établissement de Martinique, la base de données comprend aujourd'hui 28 000 dossiers, dans l'Hexagone, ce sont près de 4,5 millions de demandes qui ont été enregistrées en 2016. La journée du nautisme du centre, c'est le nom de la manifestation organisée par la CACEM pour le centre, donc prévu ce jeudi. L'événement destiné aux professionnels du secteur d'activité se déroulera de 8h30 à 16h30. Il s'agira de présenter le potentiel de la filière sur le territoire et surtout d'identifier les besoins des professionnels. Voyez les précisions du vice-président de la CACEM en charge des équipements nautiques qui s'exprime face à la caméra de Guy Raphaël René. Aujourd'hui, nous avons une baie qui est utilisée par beaucoup d'acteurs du nautisme, de la mer. Nous avons du transport de passagers, nous avons des marins-pêcheurs, nous avons de l'excursion, nous avons des baigneurs, nous avons de la marine marchande, nous avons de la croisière, nous avons du transport inter-île. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qu'il faut organiser. Il y a beaucoup d'acteurs qu'il faut mettre dans une harmonie et que chacun puisse respecter les infrastructures de chacun et que chacun ait de bonnes infrastructures. Donc les plaisanciers aussi doivent s'y retrouver. Il y a des bateaux à moteur, il y a des scooters de mer, il y a des voiliers, il y a du kayak, il y a de la planche à voile, il y a de la natation, il y a des plages à aménager, il y a un littoral qui doit correspondre à l'aménagement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important que nous soyons tous d'accord sur le projet final qui sera mis en place. Et nous tirons un comité de pilotage de cette journée, je l'espère, de façon à évoluer main dans la main avec les professionnels. Ce nautisme est un pourvoyeur d'emploi. Donc il faut développer avec les professionnels de façon à ce que toutes les thématiques soient balayées et surtout que ça réponde au sujet du moment. La technologie évolue, nous avons donc des gens qui font des voiles, nous avons des réparations de bateaux, nous avons des skippers, nous avons donc beaucoup de thématiques à aborder, de la formation, nous avons beaucoup de choses à voir et donc plus la contestation sera large et plus le résultat sera bon. Donc aujourd'hui, nous devons imaginer un projet qui soit harmonieux, nous avons des problèmes environnementaux. Donc toutes ces thématiques-là doivent être prises en cause et ce n'est que par une concertation que nous pouvons obtenir un très bon résultat. Et c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous parle ce soir de la fabrique à chansons, un programme éducatif regroupant plusieurs partenaires, la DAC, l'Éducation nationale et la SACEM, pour initier les enfants du primaire aux métiers artistiques. Hubert Bornil et Micheline François sont allés à la rencontre des jeunes écoliers saint-anais qui étaient en enregistrement au studio Cali à Balata. Regardez ce que ça donne. Belle expérience que vivent en ce moment ces enfants de l'école de Barrière-Lacroix avec la maîtresse qui est présente pour suivre cet enregistrement, Madame Marcin Gamalon, Imelda Marie-Louise qui a travaillé avec les enfants, Cali aux commandes de l'appareil, Daniel Dantin qui a fait les percus. La paix, nous avons la paix, nous avons la paix, nous on est la paix pour toujours. La paix, nous avons la paix.
Troisième édition de la Fabrique à chansons, une action qui se déroule au plan national. Chez nous, 4 écoles sont candidates. Ici, les petits de l'école élémentaire de Barrière-Lacroix. L'objectif, c'est de s'interroger sur l'enseignement culturel et traduire cette interrogation à travers un projet destiné à sensibiliser les enfants sur la chanson déjà, le rôle de la chanson de la société, comment se construit une chanson, comment naît une chanson, et surtout aussi le monde artistique, le rôle du milieu culturel artistique, les métiers de la musique. Séquence enregistrement d'une chanson proposée par les enfants eux-mêmes, encadrés de leur professeur et de l'artiste Imelda Marie-Louise qui a composé la mélodie. Avant d'écouter ce que vous allez entendre là, il faut essayer de répéter, d'accord? Pour savoir si vous êtes dans le tempo. Les enfants m'ont beaucoup apporté. Dans quel sens? Par exemple, quand je présentais qui j'étais, effectivement, ma musique, etc., il y a une petite qui m'a sorti, vous savez, madame, nous les jeunes, on n'écoute pas ce genre de musique-là. Je vous écoutez quoi? Raga, dancehall, reggae. J'ai écouté, j'ai dit ok, parce que moi, j'avais jamais écouté, par exemple, reggaeton. Je suis allée écouter du reggaeton, du raga, du rap, pour pouvoir savoir ce que c'était leur univers avant de proposer quelque chose. Vive liberté, l'homme est en paix, vive c'est fini. Une vraie performance pour ces jeunes qui font là leur tout premier pas dans un studio d'enregistrement. Par groupe de 4, chacun s'implique à la manière des grands. On peut dire que la magie du studio a opéré. On a composé avec la maîtresse et Yemelda, mais c'est nous qui avons donné les paroles. Et après Yemelda, elle a arrangé. Et les paroles disent quoi? Les paroles disent, le thème c'est la paix pour toujours. Du coup, c'est pour donner un message de paix pour les personnes, par exemple, qui font pas la paix. Métissage, la belle, Icabon nous aide. Le métissage crée de sublimes couleurs, flamboyant aux 1000 senteurs. C'est du beau travail que réalisent ces enfants. Maintenant, on attendra le morceau sur YouTube et notamment le 15 mai au Grand Carbet pour la restitution. Bali. Voilà, et quelques informations pratiques maintenant en ce qui concerne la grève à Air France. Notez qu'il y aura un impact chez nous pour les vols de demain. Le vol AF 842 au départ de Paris-Orly-Ouest à destination de Fort-de-France est reporté à jeudi. Il sera renuméroté AF 842 avec un départ programmé à 10h40 ce jeudi, donc de Paris-Orly-Ouest. Le vol AF 841 au départ de Fort-de-France à destination de Paris-Orly est également reporté à jeudi avec un départ programmé à 16h15. Enfin, pour les vols régionaux, le vol AF 3990 entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Cayenne est reporté également à jeudi avec un départ à 7h de Pointe-à-Pitre à destination de Fort-de-France. Le vol AF 605 au départ de Cayenne à destination de Fort-de-France est annulé demain et reporté également ce jeudi à 12h35. Autre information pratique, notez que des coupures d'eau sont à prévoir demain à Ducos de 7h à 18h dans les quartiers Saint-Roch, Font-Savane, Morne-Pitot, Lecta-Croix-Rivaille, Rivière-Calçon, Morne-Roche, Belloni, Bois-Rouge et Rivière-Roche. Et puis enfin, autre information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galéria. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don derrière le CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Revenons maintenant sur la mobilisation des bus sur le réseau de bus Mosaïque. Alizé Lutran a assisté aux derniers instants de la réunion ce soir. On écoute ce que ça donne. Eh bien écoutez, la réunion entre les trois parties vient de s'achever. Il aura presque fallu 5 heures de négociation et je suis avec Bertrand Cambusi, le représentant du personnel. Dites-nous, vous ressortez de cette réunion avec quelle garantie? Alors, vous savez, il n'y a pas véritablement, on ne peut pas parler de garantie, simplement parce que c'est une réunion, une deuxième réunion après celle d'hier. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que lors de cette réunion de ce soir, nous avons pu aborder les points. Voyant que les choses n'avançaient pas, la CSTM a encore fait des propositions parce qu'il faut savoir que nous sommes, nous, au centre
des débats, parce que nous ne sommes pas en grève, et qu'il y a un conflit entre la CFTU et ces entreprises sortantes qui n'ont pas été retenues. Donc, par conséquent, nous défendons les intérêts des salariés qui sont au bord de la route, et nous avons fait une proposition qui consiste à dire aux entreprises rentrantes, commençons à travailler, parce que ce travail-là n'a pas été fait, pour déblayer un peu le terrain, pour regarder où chacun des salariés seront affectés. Parallèlement, ça a conforté l'effectif, le nombre de salariés, parce que nous avons 85, eux, ils ont 111. Donc, vous comprenez bien qu'il y a une différence. Et puis, bien entendu, nous leur avons proposé une autre réunion en amont, parce que nous sommes conscients que ce n'est pas nous qui bloquons, c'est une société qui bloque, et qu'il faut aussi travailler avec cette société-là, avec les sortants, pour essayer de trouver une porte de sortie. Donc, nous avons fait une proposition. Il faut qu'il y ait une réunion avec les services de l'État, la CFTI et les sortants pour tenter de trouver une solution, parce que je crois que, et c'est ce que j'ai expliqué, il faut que chacun fasse un pas, parce que la difficulté, c'est que vous avez en face des entreprises qui sont dans l'incapacité aujourd'hui de payer les congés, par exemple, pour pouvoir faire le transfert réglementairement, et ça pose une difficulté. Et puis, bien entendu, pour la reprise du travail, c'est eux qui bloquent. Donc, par conséquent, il faut également trouver un terrain d'entente avec eux. Et justement, il y a un calendrier de réunion qui est prévu. La première, ce sera vendredi déjà, avec les sociétés sortantes. Alors, il n'y a pas encore de calendrier. Il y a simplement une réunion qui est prévue vendredi avec les sociétés traitants, les services de l'État et la CFTE, l'organisation syndicale, pour tenter justement de trouver des pistes de sortie, d'une part pour faire en sorte que la situation se débloque dans l'intérêt bien compris des usagers, et deuxièmement, que les entreprises qui se disent en difficulté ne soient pas restées au bord de la route, eux non plus. Donc par conséquent, nous sommes en train de jouer un peu, je dirais, le petit avion entre tout ce beau monde-là, mais c'est une tâche qui est difficile pour nous, et nous avons également dans l'œil, il faut qu'on nous veillions à l'intérêt des travailleurs. Donc voilà un peu aujourd'hui la situation telle qu'elle est décrite. Mais nous pensons bien que chacun a compris qu'il y a un intérêt à trouver une entente, et que chacun ne peut pas rester. Mais alors, en attendant, la société qui bloque le dépôt de bus de Mosaïque, il y a eu une ordonnance d'expulsion, c'est bien ça ? Alors, c'est pas, moi, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, parce que ce n'est pas nous. Nous ne connaissons pas le fond de l'histoire, parce que c'est une histoire qui concerne la CFTI et une entreprise sortante. Alors, en tout cas, ça devrait être débloqué demain. Donc, à quand la reprise du service ? Alors, moi, je ne sais pas si ça va débloquer demain, parce que ce n'est pas, d'une part, nous ne sommes pas en grève, ce n'est pas nous qui bloquons, premièrement. Deuxièmement, nous n'avons pas à nous ingérer dans les conflits internes entre la CFTI et son sous-traitant. Est-ce que vous avez eu vent pendant la réunion, justement, d'éléments à ce propos ? Écoutez, ce que je constate, c'est que chacun des partis, je veux dire la CFTI et les entreprises sortantes qui bloquent, c'est que chacun veut camper sur leur position. Et notre discours a été de dire, les salariés ne peuvent pas rester au bord de la route et qu'il faut trouver une solution. Est-ce que les esprits sont quand même un peu plus apaisés qu'hier ? En tout cas, pour notre part, nous avons quand même œuvré depuis le début de ce conflit pour faire en sorte qu'on puisse trouver un terrain d'entente dans l'intérêt, je dis encore, des usagers. Maintenant, c'est vrai que nous avons fait tellement de propositions que finalement nous avons réussi à faire en sorte que les uns et les autres viennent autour de la table, mais il ne faut pas non plus négliger que nous avons encore beaucoup d'entreprises sortantes qui ne sont pas autour de la table et leur présence est déterminante, puisqu'il faut qu'ils soient là pour prendre des engagements concernant les congés. Donc s'ils ne sont pas là, vous comprenez bien que là encore, il faudra encore batailler dur pour pouvoir faire venir ces entreprises qui refusent de venir. Merci à vous. Voilà donc, Sabrina, ce qu'on pouvait dire de cette réunion qui s'est enfin achevée. Et nous nous excusons, notre invité politique Miguel Marilus, secrétaire national du parti Bâtir le pays Martinique, n'est finalement pas présent. Nous reviendrons donc ultérieurement sur le positionnement du parti dans nos prochaines éditions, sans doute dès le retour de David Zobda. En ce qui concerne le sujet sur le bilan des assises de l'outre-mer dont je vous parlais en titre, 300 propositions seront analysées prochainement par le ministère de l'Outre-mer, et vous retrouverez ce sujet juste après l'émission Antche Pays. Justement, c'est la fin de ce journal local et régional. On se retrouve dans une poignée de secondes juste après Régine Germani, Antche Pays. À tout de suite.